Bonjour à tous, je m'appelle Julien Bukowski, je suis photographe de paysages et de voyage. Je fais ces vidéos pour vous aider à progresser et pour progresser avec moi. Mon objectif, c'est de pouvoir vous apprendre toutes mes connaissances acquises ces dernières années, aussi bien à vous, photographes amateurs confirmés, que également à vous, photographes débutants. Bonjour à tous, je suis en direct du Chasseral. On commence à avoir le coucher du soleil et une lumière absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi, vraiment absolument extraordinaire. Donc l'appareil photo est prêt. Voilà, je vais essayer de maîtriser cette lumière. Ça ne va pas être si simple puisque finalement c'est une lumière avec une plage dynamique très élevée et on a beaucoup en fait de montagnes qui se séparent. Je ne sais pas si on voit bien avec mon téléphone, mais voilà, beaucoup de montagnes qui se séparent à l'horizon et l'objectif c'est effectivement de pouvoir toutes les séparer sur la photo et d'avoir vraiment des couleurs différentes, des couleurs qui pètent un petit peu parce que on a une brume et en fait c'est cette brume qui donne un petit peu la couleur en montagne, une couleur un petit peu différente. Voilà. Donc pas mal de nuages également et on va avoir de la chance parce qu'en fait le soleil va se coucher en dessous des nuages, vraiment entre les nuages et l'horizon, et ça nous donne une lumière absolument magnifique et par contre une plage dynamique très élevée, donc il va falloir utiliser du bracketing. Afin de réussir un petit peu les photos, je vais utiliser un bracketing, enfin 5 photos si vous voulez sur le bracketing, ce qui va me permettre en fait d'avoir une lumière qui va me permettre de capter les ombres et puis les highlights, donc ce qui est vraiment bien. Là la lumière commence à être de plus en plus forte. Il faut savoir que il n'est pas encore l'heure du coucher de soleil, donc on a encore pas mal de temps. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement on a une couche de nuages encore ici et le soleil va repasser ici, donc ce sera plutôt pas mal. Donc on peut constater ici, je ne sais pas si on voit très bien, mais on peut constater ici qu'on a les différentes expositions. Donc, ouais, faut faire attention de bien dérouler toutes les expositions, et puis ça va donner quelque chose de super. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a le soleil comme ça en visuel, ou quand on a une certaine lumière, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de rajouter un certain nombre de photos. En fait, si vous faites du bracketing, faites du bracketing, mais c'est intéressant de rajouter des photos à f22, ou en tout cas à la plus petite ouverture, l'objectif étant un soleil avec des rayons de soleil, et ça c'est toujours un petit peu. Alors comme vous avez pu le constater, les conditions n'étaient pas vraiment réunies pour faire des vidéos à l'extérieur. Il y avait beaucoup de vent, je n'avais pas le matériel nécessaire pour pouvoir faire ces vidéos. J'avais juste mon téléphone, donc bon, voilà. C'était pas extraordinaire, beaucoup de coupures, beaucoup de vent. Donc finalement j'ai décidé de couper un petit peu la vidéo de la réalisation. La prochaine fois ce sera bien mieux et puis on aura un son de meilleure qualité. Ce qu'il faut juste savoir en fait sur la réalisation de ces photos, c'est que donc je me suis déplacé au Chasseral, vous allez le voir un petit peu. Et ce qui est important en fait, c'est que donc j'ai choisi de travailler avec un objectif grand angle. Pourquoi grand angle? Parce que sur le Chasseral, la vue est pratiquement à 360 degrés, il y a énormément de détails, énormément de beauté sur ce paysage, et donc je voulais faire en fait ressortir finalement la majorité de tous ces détails sur ma photo. C'est pour ça que j'ai utilisé mon grand angle 16-35 donc de Nikkor.
Également, donc je travaille toujours, pour que vous le sachiez, avec un Nikon D800. Pourquoi un Nikon D800? Parce que c'est ce qui me permet d'avoir une qualité exceptionnelle sur mes photos. Je capture le maximum de détails sur mon capteur, et puis puisque c'est un appareil de très très grande qualité et qui possède une résolution vraiment extraordinaire, donc ça me permet d'agrandir mes photos à la taille que je souhaite. J'ai aucune limitation de ce côté-là. Toujours sur trépied, bien entendu, photos de paysage, au coucher de soleil, au lever du soleil, forcément peu de lumière, donc un trépied c'est indispensable. Si vous pensez pouvoir faire des photos de qualité à ces moments de la journée sans trépied, bah écoutez, changez de passion, quoi, parce que ça ne fonctionnera pas. Un autre point important également, c'est la possibilité de déclencher avec un déclencheur. Donc moi j'ai un déclencheur sans fil, ce qui me permet de justement, par exemple, aller sur la photo pour pouvoir amener une silhouette, mais ça me permet aussi de ne pas être forcément en face de l'appareil photo. Si par exemple je fais une photo pose longue et que l'appareil photo a besoin du déclenchement et du stop en fait pour arrêter la photo. Ça me permet en fait de pouvoir graviter un petit peu autour de mon appareil photo et sans être toujours bloqué derrière mon écran. Donc ça me donne plus de liberté, ce qui est intéressant, mais ce qu'il faut savoir c'est que bien sûr le déclencheur avec fil c'est très bien aussi. Pourquoi un déclencheur? Le déclencheur est vraiment indispensable pour limiter les mouvements de l'appareil. C'est clair que quand vous appuyez sur le bouton de votre appareil photo, vous ne vous rendez pas trop compte en fait du mouvement que vous lui apportez. Mais ce qu'il faut savoir c'est que l'appareil photo vibre à ce moment-là et ça va provoquer un léger problème de netteté. Bien sûr, ça ne se verra pas forcément, mais si vous voulez conserver le maximum de qualité sur vos photos, je vous conseille de prendre un déclencheur à distance comme je le fais également. J'ai choisi d'utiliser le mode bracketing. J'ai pris 5 photos avec une différence d'exposition de 1 IL. Pourquoi? Tout simplement parce que je considère que le moment de la capture est indispensable. On ne revient pas sur les lieux, on ne revient pas à ce moment-là. Donc, si vous devez prendre le maximum de photos, prenez le maximum de photos. Ça vous assure finalement d'avoir l'exposition correcte au moment du post-traitement. Et j'insiste bien là-dessus, c'est clair qu'il vaut mieux avoir la bonne exposition plutôt que de commencer à post-traiter son fichier de façon à avoir une exposition correcte au post-traitement. C'est beaucoup plus difficile de faire du post-traitement que de faire les choses bien du premier coup. Donc je vous conseille vraiment de faire du bracketing. Et pourquoi 5 photos dans mon bracketing? Parce que ce jour-là, il y avait une plage dynamique énorme. Et pour être sûr de pouvoir combler chaque exposition et de récupérer chaque détail de cette photo, j'ai préféré prendre 5 photos. Comme ça, je suis sûr de repartir avec les bonnes photos. L'objectif, c'est pas seulement de prendre 5 photos une fois, c'est de prendre 5 photos sur le temps où vous restez sur ce spot photo. C'est-à-dire que si vous voulez prendre 5 photos avant le coucher du soleil et que vous voulez coupler ensuite ces photos avec le coucher du soleil ou avec l'heure bleue également, il vous faudra à chaque fois 5 photos pour être sûr d'avoir les expositions adéquates. Ça ne veut pas dire que sur ces 15 photos par exemple vous devez les utiliser les 15, mais ça veut dire simplement que vous aurez 15 photos qui vous permettront en fait de sélectionner par exemple les 3 photos nécessaires pour faire votre blending, donc pour faire votre assemblage de photos qui vous donneront la photo définitive. C'est donc indispensable d'avoir les bonnes photos parce qu'autrement, une fois devant votre ordinateur, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus rien faire et que votre photo, elle a ses limitations. Et c'est dommage puisque si vous aviez fait 5 photos ou si vous aviez refait quelques photos plus tard dans la soirée, eh bien, vous auriez pu combler ces limites et justement avoir une photo d'une qualité bien supérieure. Alors pour faire mon post-traitement, j'utilise un ordinateur avec un écran ISO calibré si possible.
Alors, quand vous êtes photographe débutant, ne vous amusez pas à investir de l'argent dans la calibration, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que si vos photos sont vues par Monsieur Tout le Monde, c'est pas forcément nécessaire de calibrer son écran, puisque Monsieur Tout le Monde n'a pas son écran calibré. Donc, de toute façon, chez chacun, votre écran suffira amplement. Si maintenant vous êtes un amateur confirmé et que vous partagez vos photos avec d'autres photographes, que vous souhaitez aussi les imprimer, etc., il est indispensable d'avoir une meilleure qualité sur vos photos. Donc c'est pour ça que je vous conseille de calibrer votre écran. Et il y a énormément, je ne vais pas faire de publicité, mais il y a énormément de sondes de calibration dans le commerce. Donc ça, c'est pas vraiment un problème pour trouver. Il y en a des chers, des pas chers. La qualité dépend également parfois du prix. Allez-y, faites vos tests. Autre chose, j'avais une Wacom Intuos dans le passé. C'est vrai que j'ai l'habitude de voyager maintenant et je post-traite mes photos directement sur ma Cintiq, ma Wacom Cintiq. Donc c'est vraiment extraordinaire, ça me permet en fait beaucoup de flexibilité. La chose importante à savoir, c'est que c'est une tablette, en plus d'être un ordinateur portable, c'est une tablette qui permet de se connecter à votre ordinateur et donc de pouvoir retraiter vos photos beaucoup plus facilement, comme si c'était une Wacom Intuos avec un crayon. Ce qu'il faut bien savoir, bien entendu, c'est que il est inutile d'avoir une Wacom, une Cintiq, donc une tablette graphique. C'est inutile pour les photographes débutants d'avoir une tablette graphique. Vous pouvez commencer sans tablette graphique, il n'y a aucun souci pour ça, la souris fonctionne très bien. Pourquoi j'utilise une tablette graphique? C'est une question de précision. C'est parce que j'aime bien avoir des photos d'une qualité irréprochable et j'aime pas en fait qu'on voit le trait de crayon quand j'utilise la souris. Donc la tablette graphique me permet d'avoir une capacité justement à faire attention à ça et d'avoir beaucoup plus de précision dans mes traits de crayon. Il faut savoir aussi qu'on est habitué depuis notre plus jeune âge à utiliser un crayon et on a beaucoup plus de facilité à utiliser un crayon qu'à utiliser une souris. Cependant, on est quand même beaucoup plus habitué à utiliser une souris sur un ordinateur et c'est pour ça qu'il y a certaines tâches que je préfère largement faire à la souris. Et vous le verrez dans mon tuto, je vous montrerai de temps en temps pourquoi et qu'est-ce que je fais à la souris et qu'est-ce que je ne fais pas. Voilà, j'en ai fini avec la partie théorique. Maintenant, je vais passer à la partie pratique. Donc, je vais vous montrer un petit peu quelles photos j'ai sélectionnées, comment je les modifie. À savoir que cette partie théorique, je ne la ferai pas toujours dans mes tutos. Ça va faire un tuto un peu plus long aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont compris, qui ont retenu, cette partie théorique est terminée. La première chose que je fais dans Lightroom, c'est d'abord créer un premier dossier capture où je mets toutes mes photos que j'ai capturées. Un second dossier Lightroom où je vais placer les fichiers, toutes les images que j'aurai modifiées dans Lightroom. Un troisième dossier que j'appellerai Photoshop pour toutes les photos qui seront ensuite modifiées avec Photoshop. Et donc on trouvera uniquement des fichiers .psd. Et ensuite un quatrième dossier que j'appelle Output et qui me sert en fait à exporter certaines photos pour pouvoir les mettre sur Facebook par exemple si j'utilise pas de plugin qui me permet de les envoyer automatiquement. Donc voilà, c'est la première chose à faire. Et donc première chose à faire, créer ces dossiers. Deuxième chose à faire, déplacer toutes les photos de cette journée dans le dossier capture. Alors la première chose à faire dans Lightroom, c'est vraiment de sélectionner les bonnes images, celles qu'on va garder. Donc moi j'ai l'habitude de mettre un petit drapeau sur les images que je vais conserver, hein, celle-ci, celle-ci. Et puis ensuite les autres, je les sélectionne et je les redéplace dans Capture puisqu'on n'en aura plus besoin.
Après, on pourra éventuellement les supprimer, mais voilà. Donc maintenant, on va aller dans Lightroom dans l'onglet Développement, donc en haut à droite, et on va commencer à modifier les photos. Bon, pour un peu plus de rapidité, j'ai déjà modifié certaines photos, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Ce qui est intéressant dans Lightroom, c'est que finalement les options, les curseurs sont dans l'ordre où vous devez les modifier. Donc moi je vous conseille d'abord de modifier la température et la teinte, et ensuite on commence à modifier l'exposition, le contraste, etc. Ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir un petit peu les lumières, les hautes lumières, donc les descendre complètement, et ouvrir les ombres, comme on peut le constater ici. Ensuite, je déplace un petit peu les blancs vers la droite et les noirs vers la gauche, de façon à ce qu'il n'y ait aucune perte dans l'histogramme que vous pouvez constater au-dessus. Et j'ajoute également un petit peu de vibrance. Donc la vibrance, c'est l'augmentation des couleurs qui sont en faible majorité, ce qui me permet effectivement de ne pas avoir trop de saturation. La saturation, à l'opposition, c'est réellement augmenter le nombre de couleurs, que ce soit les couleurs qui sont abondantes ou les couleurs qui ne le sont pas. Donc ça pose un problème, c'est que parfois, si vous utilisez de la saturation, vous avez beaucoup trop de couleurs. Quelque chose que j'ai pas mentionné aussi, vous voyez que je suis passé dessus, il s'agit en fait des corrections de votre objectif. Donc si vous allez dans l'onglet correction de l'objectif, il vous faut cocher tout simplement les deux premières cases, de façon à pouvoir corriger automatiquement avec Lightroom le profil de correction, donc de l'objectif, et également la suppression de l'aberration chromatique. Donc ça, c'est un peu indispensable. Et ensuite, dans l'onglet détail, je diminue le gain à 0 parce que j'ai un Nikon D800 et que en fait la qualité est telle que il n'y a pas vraiment besoin d'augmenter le gain de netteté ici. Mais vous, suivant votre appareil, vous pouvez laisser le curseur, il est déplacé en mode automatique. Ensuite, la photo la plus sombre ici, donc le soleil que j'avais gardé à f22. Ce que je vais faire, c'est que finalement je vais enlever le petit drapeau et je vais la redéplacer dans Capture parce que je me suis rendu compte que j'avais suffisamment d'informations avec les trois autres photos, donc j'aurais pas forcément besoin de cette photo là. Donc ce sera plus facile si je fais mon post-traitement avec trois photos. Donc celle-ci, je vais finalement l'écarter, la redéplacer dans le dossier capture et éventuellement, si on n'en a plus besoin, on pourra la supprimer. Ensuite, donc, on va sélectionner ces trois photos, cliquer avec le bouton droit et puis aller modifier dans et choisir Photoshop afin de les modifier, de faire quelques modifications supplémentaires dans Photoshop. Donc on ouvre toutes les photos dans Photoshop. Une fois qu'on a toutes les photos, on duplique le calque avec le bouton droit dupliquer le calque de façon à la mettre sur la première photo. Ça va nous créer un calque de chaque photo sur la première photo. On le fait pour chacune, comme ça. Et on peut fermer les autres photos. Comme ça, on se retrouve avec trois calques, un calque par photo. Ensuite, on peut cliquer sur le petit cadenas du calque du dessous. On peut renommer les calques de façon à avoir des titres un peu plus indicatifs. Ce qui nous permettra aussi de classer les calques en fonction de ce qu'on a envie qu'ils soient en haut, en bas, etc. Ensuite, on sélectionne les trois calques, on va dans Édition, Alignement automatique des calques, on laisse par défaut, puis OK. Donc Photoshop là va travailler et va nous permettre de... Vous voyez, sur les côtés, il y a un petit liseré qui montre en fait que les calques sont alignés.
Donc maintenant je vous propose de déplacer le calque soleil tout en haut, hein, de façon à avoir ciel tout en bas, enfin ciel au milieu et puis sol tout en bas. Ensuite on crée un masque de fusion. Alors il est blanc, donc il laisse rien passer, hein, c'est-à-dire qu'on a juste la photo supérieure. Quand il est noir, ça veut dire qu'il laisse tout passer, donc on le place en noir. On prend notre petit pinceau, on réduit un petit peu la taille. Alors vous voyez que moi j'aime bien modifier l'opacité, hein, pour l'instant je la laisse à 100%, donc je peins en blanc, ce qui va me permettre de conserver le ciel, comme vous pouvez le constater. Ce qu'on peut faire pour un peu plus de détails, c'est diminuer la taille du pinceau et réduire l'opacité à 10%. Ça nous permet ensuite de travailler un peu plus sur les nuages qui sont au milieu et notamment sur le soleil. Ce qui est super important puisque le soleil, on veut récupérer après ces rayons, mais on veut aussi avoir pas mal de détails sur les nuages qui sont près du soleil, donc on va récupérer à 10% comme ça ces informations-là. Donc on voit la différence avant-après, hein. On voit qu'il y a une sacrée différence quand même. Et puis maintenant on va faire la même chose pour le calque soleil, donc de façon à rajouter un petit peu ces rayons du soleil qu'on a obtenus à f22, et on a vraiment fait cette photo pour apporter un peu plus un petit plus à cette photo, donc il faut le rajouter, quoi, il faut pas hésiter. Donc c'est pareil, on va créer un masque d'écrêtage, un masque de fusion, en cliquant sur le petit symbole en bas avec le petit bouton ici, voilà. Donc ça nous rajoute un masque blanc qu'on remplit en noir, et ensuite on prend notre pinceau et on va commencer à 10% d'opacité à assombrir un petit peu tout ça, à ramener un petit peu les rayons du soleil. Donc ensuite, moi j'aime bien créer un nouveau groupe, mettre les 3 photos dedans, renommer le groupe et en blending, en fait, ce qui signifie assemblage. Comme ça tout est dans ce groupe, et puis on peut ensuite avec la touche CTRL ALT E et Maj, on peut recréer un calque 1 sur lequel on va travailler de nouveau et qui comprend en fait tout l'assemblage qu'on a fait précédemment. Donc ensuite, ce que j'aime bien faire, hein, sur ce calque 1, c'est un petit peu agrandir, regarder un petit peu si j'ai pas des défauts, donc correction des défauts en premier, hein. Je regarde s'il n'y a pas des poussières en fait, etc. Donc ensuite je prends l'outil de correction localisé et je vais commencer à enlever par exemple ce flair, cette marque de flair. Je vais enlever les différentes poussières qui sont assez gênantes, ou les taches. Je redimensionne en fait un petit peu mon pinceau de correction de façon à pas corriger plus qu'il ne faut, et je vérifie bien que j'ai corrigé un petit peu partout tous les défauts de cette image. Alors il y en a quand même quelques-uns, hein. Bien sûr le capteur de l'appareil photo n'est pas toujours très propre, donc bah voilà, il faut travailler là-dessus. En général ça donne un très bon résultat. Et voilà, tout ce qu'on peut voir à l'œil nu, on corrige les défauts. Si ici il y a par exemple un petit fil barbelé qui me gêne, bon, on le verra peut-être pas de loin, mais je préfère le corriger quand même. De toute façon, ça va pas se voir. La correction ne va pas se voir, donc vous voyez, ça mange pas de pain, on va dire. Et puis on vérifie que justement il n'y a pas de souci. Ici il y a un petit caillou, un petit rocher qui ressemble à du papier. Donc je l'enlève aussi, hein. De toute façon c'est pas vraiment de la modification de la photo, parce que ce papier par exemple il est pas là tout le temps. Il n'était pas là avant que la personne qui l'a lancé ne le lance. Donc c'est pas vraiment de la modification
de photos. Par contre là on va enlever un petit peu les poteaux orange qui sont mis sur tout l'hiver, parce que bon c'est pas très très propre et puis ça attire un petit peu l'œil. Donc je vais quand même enlever tous ces petits bâtons orange. Je regarde s'il n'y a pas d'autres choses. Bah encore voilà, encore un bâton orange, hein. Donc on y va un petit peu à tâtons, hein, de façon à ce que ça se voit pas trop. On redimensionne le pinceau si c'est nécessaire, le pinceau de correction. Et voilà. Et en fait la correction, bon, on la voit pratiquement pas, hein, de loin, c'est tout bon quoi. Donc voilà. Voilà. Et puis dernière chose, on va renommer donc ce calque en défaut. Comme ça on saura que c'est le calque des défauts. Donc ensuite on va prendre un programme que j'aime beaucoup qui s'appelle Nik Collection Pro. Donc ça il vous faut l'installer à l'avance, je vous expliquerai un petit peu comment il faut faire dans une autre vidéo. Filtre, vous allez dans filtre, vous allez chercher votre Nik Collection Pro, donc l'image s'ouvre dans Nik Collection Pro. Et là, donc on va utiliser plusieurs filtres, mais notamment le filtre Pro Contrast que j'aime particulièrement. Vous voyez qu'ici je me suis fait un petit peu ma liste de favoris. Donc ce sont des filtres que j'utilise souvent. Donc ici j'utilise le Pro Contrast et puis je bascule un petit peu dans le bon ordre en fait les différents curseurs à nouveau, de façon à obtenir ce que je veux, mais quelque chose qui soit un peu plus contrasté en fait. Et là on va voir que le contraste dynamique c'est vraiment quelque chose qui me plaît, puisque là, ça donne une certaine qualité à la photo. Alors attention toutefois à ne pas en abuser, hein, parce qu'autrement vous voyez la photo devient trop claire, il y a des parties qui deviennent complètement brûlées. Mais c'est plutôt pas mal, et puis c'est aussi quelque chose qui est très utile aussi pour le ciel. Alors je vous conseille de faire d'abord votre réglage pour la photo uniformément, et ensuite de faire des réglages pour des portions de la photo en particulier. Ensuite on peut ajouter un autre calque. Alors moi j'aime bien utiliser aussi le tonal contrast, qui est vraiment un filtre qui apporte pas mal sur la photo. Donc on remet tous les curseurs à 0. On peut ajouter un petit peu de saturation cette fois, mais pas trop, hein. Et puis ensuite, de nouveau, avec les curseurs, on regarde un petit peu ce qui est le mieux. Attention de ne pas abuser de ce filtre, parce que c'est clair que si vous abusez de ce filtre, vous allez voir, ça va être franchement bizarre. Et puis, c'est pas l'objectif en fait de la retouche. La retouche, son objectif, c'est vraiment de ressembler à ce que vous avez vu. Et donc, c'est vraiment avec parcimonie qu'on va réussir à obtenir ce que l'on souhaite. Donc ensuite on clique sur OK une fois qu'on a terminé, et puis le calque de réglage se fait automatiquement. Voilà. Donc il faut juste attendre un petit peu en fait que le calque se termine. Parfois c'est long, ça dépend de la qualité de l'ordinateur que l'on possède. Voilà, c'est terminé. Et ensuite, donc, moi, ce que j'aimerais rajouter encore, c'est rajouter un autre filtre ColorFX Pro, donc de Nik Collection Pro. Donc, je vais retourner dans Filtre, et puis je vais retourner dans Nik Collection et ColorFX, et je vais reprendre un autre filtre que j'utilise de temps en temps, qui s'appelle le Classical Soft Focus, et qui me permet en fait de rendre un petit peu le détail, d'enlever un petit peu les détails de la photo. Alors c'est vraiment utile en fait quand il y a certains détails qui sont pas très jolis, et puis ça donne un look un petit peu dreamy sur la photo, donc c'est toujours sympa. En tout cas j'aime bien le soleil comme il est, et un petit peu autour comme ça donne. Donc on peut modifier l'intensité en modifiant justement ce curseur, hein, sur le côté. Il existe aussi le détail diffus que j'aime beaucoup moins.
Et puis finalement on peut modifier un petit peu aussi, comme je le fais là, la qualité en fait du soft focus. Voilà. Donc moi je vous propose en fait de faire ça, de choisir un petit peu ce qui vous paraît le mieux en fait, et puis ensuite de cliquer sur OK. Une fois que le filtre sera donc créé, ce que je vous propose, c'est de ne pas l'appliquer partout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un masque de fusion de nouveau. On va le peindre en noir complètement et on va faire apparaître les parties que l'on souhaite où l'on souhaite avoir le filtre. On va les faire apparaître en blanc. Voilà, tout simplement. Hein, on voit que là, c'est un petit peu trop fort, donc je vais créer mon masque de fusion. Je vais le peindre en noir, voilà. Donc là, on voit plus du tout le filtre. Et je vais à 10% commencer à retraiter la photo et à peindre en blanc de façon à faire apparaître le filtre tout doucement aux endroits où je souhaite, donc un petit peu sur l'herbe, de façon à lui faire rentrer un petit peu de lumière, et puis autour du soleil, et également sur le milieu en fait de la photo là ici, où cette herbe finalement elle a du détail, trop de détails sombres qui ne me plaisent pas finalement. Et justement en enlevant un petit peu ces détails sombres, on va récupérer un petit peu plus de qualité sur cette photo. Et justement, en fait, finalement, notre œil ne va plus se focaliser sur ces détails de l'herbe. Et ensuite, donc je vais m'occuper également du soleil, donc je modifie aussi le soleil. Pourquoi? Parce que justement j'aime bien ce look un petit peu dreamy, c'est une ambiance assez sympa en fait. Et justement souvent lors des couchers de soleil, c'est exactement ce qu'on voit en fait quand il y a de la poussière dans l'air ou du pollen. On voit souvent un petit peu ce look, cette ambiance un petit peu jaunâtre, un petit peu qui éblouit un petit peu, etc. Et je trouve que en fait ça donne une super ambiance sur les photos aussi de récupérer justement ce qu'on a vu lors du coucher de soleil. Donc voilà, pourquoi pas continuer comme ça avec ce soft focus à cet endroit-là. Donc ensuite je vais recréer un calque avec tout ce qui a été fait. Je vais retourner dans ColorFX Pro. Alors pour créer un nouveau calque avec une fusion de tous les calques en dessous, vous avez juste à faire CTRL MAJ ALT E. Hein, donc c'est une combinaison, un petit raccourci qui est plutôt utile. Et donc ici, je vais dramatiser un petit peu le ciel parce que je trouve que on peut gagner en détail. Donc je vais reprendre le Pro Contrast, mais je vais travailler uniquement pour pouvoir modifier le ciel, c'est-à-dire que je ne vais pas m'occuper du reste. Effectivement, ça va pas être beau sur le reste, mais tant que c'est intéressant sur le ciel, finalement, je m'en fiche. Hein. Donc, je vais pousser les curseurs beaucoup plus vers la droite, comme ça, de façon à avoir vraiment un ciel un peu plus dramatique. Regardez, avant, après, déjà avec le Pro Contrast, ça donne super bien. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un calque, je vous ai dit, tonal contraste. Déjà, avec les réglages par défaut, on voit que c'est vraiment très dramatique, probablement trop, donc je vais tout remettre à zéro de nouveau, comme d'habitude. Et je vais remodifier un petit peu ces curseurs de façon à les arranger un petit peu comme je préfère. Alors, bien sûr, toujours le tonal contraste, pas trop, avec parcimonie, autrement vous allez vraiment dégrader la photo. Il faut savoir qu'avec tout ce contraste aussi qu'on rajoute, on rajoute aussi énormément de grains. Donc il est très important après coup, vous allez voir, je vais faire un petit traitement du grain pour pouvoir enlever tout ça. Parce qu'autrement, c'est clair que ça se voit. Et puis si vous agrandissez la photo, ça va se voir encore beaucoup plus. Donc ouais, pas terrible. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK, bien entendu. Et donc le calque se fait, le réglage se fait. Et de nouveau, on va faire comme d'habitude, on va créer un masque de fusion, le peindre en noir, de façon
enlever partout le réglage du filtre FX Pro que l'on vient de mettre, et on va peindre avec notre petit pinceau blanc sur le ciel. Donc on peut commencer à 100% et puis finir finalement à 10%, hein. Donc voilà, je crée le calque, le masque de fusion, je le peins en noir, je choisis mon petit pinceau, voilà, je l'agrandis un petit peu, et ensuite je commence à peindre, hein, de façon à ce que ce soit à appliquer la modification sur le ciel. Alors je fais attention de ne pas trop déborder, hein, parce que bien entendu je voudrais pas du tout avoir ça sur le devant de mon paysage. Et donc j'applique la modification. Vous voyez que sur le calque, sur le masque de fusion, on voit, hein, que ça commence à devenir un peu plus gris sur le ciel. Alors je peins le haut du ciel à 100%, hein, comme ça le réglage est appliqué à fond sur le haut du ciel, et puis un peu moins sur le reste. Ensuite, ce que je vais faire, pour donner un petit peu de peps encore à mon image, c'est que je vais utiliser le Dodge and Burn. Le Dodge and Burn, ça consiste en quoi? Ça consiste à créer un nouveau calque. On met 50% de gris. On passe le calque en lumière tamisée. Voilà. Et en fait, tout ce qu'on va peindre en blanc va être plus clair, et tout ce qu'on va peindre en noir va être plus sombre. Voilà. Donc ça va nous permettre de changer certaines portions de notre image. Alors ce que je vous propose, c'est de mettre l'opacité à 10%. Comme ça, on applique une faible modification, hein, parce qu'on ne veut pas non plus que ça se voit trop fort sur l'image. Et ensuite on règle un petit peu notre pinceau et on va aller peindre un petit peu sur le chemin, sur l'herbe, un petit peu pour apporter justement cette lumière. Et en fait l'objectif, c'est justement d'éclaircir un petit peu tout ce qui doit ressortir à l'œil. En fait, l'œil est bien plus attiré par les sections sur la photo qui sont les plus claires, hein. Donc plus c'est clair, plus l'œil est attiré, et du coup en fait on va mettre en évidence un petit peu les points importants de notre photo avec un petit peu d'éclaircissement en utilisant justement ce Dodge and Burn. Et les points en fait d'intérêt inférieur, comme ici au milieu, là où les détails ne me plaisent pas trop, je vais les assombrir un petit peu, de façon à ce que mon œil ne se porte pas trop dessus, en fait. Ici, je vais aussi ajouter un petit peu de lumière sur le devant, quand même, parce que j'aime bien aussi cette lumière sur l'herbe, hein, sur ce petit reflet en fait sur les brins d'herbe. Donc j'éclaircis un petit peu. Je vais également éclaircir un petit peu certains points en fait du ciel. Les points les plus clairs du ciel, je vais les éclaircir un petit peu plus. Et les points les plus sombres du ciel, je vais les assombrir un peu plus, de façon à gagner un petit peu encore de drama dans la photo. Et puis ce que je vais faire également, il y a quelque chose qui est important sur la photo, qu'on ne voit pas au premier coup d'œil comme ça, mais c'est finalement les chemins. Donc je vais éclaircir un petit peu les chemins de façon à ce qu'ils soient un peu plus visibles à l'œil. Donc ensuite, pour pouvoir faire supprimer un petit peu le grain, je vais créer un nouveau calque, hein, Maj CTRL ALT E. Je vais aller dans les filtres, mais cette fois toujours dans Nik Collection, mais je vais prendre Define 2. Donc c'est un truc c'est un filtre de réglage de Nik Collection qui va me permettre d'enlever le grain. Ça marche assez bien. Donc je passe en manuel. Vous voyez, pour la méthode, je choisis manuel. Je choisis le petit carré. Je sélectionne mon petit carré à un endroit où il y a pas mal de grains. Et ensuite je clique sur mesurer le bruit. Donc le traitement se fait automatiquement.
Et puis vous voyez en fait que la barre au milieu, en fait c'est de l'avant-après, donc ça va nous permettre de regarder un petit peu sur notre photo ce que ça donne au niveau de l'avant-après. Donc on va se déplacer un petit peu partout sur la photo pour voir si c'est mieux ou pas, sachant que bon, j'ai pas besoin, en fait j'ai pas vraiment de grains sur le sol, donc j'ai pas vraiment besoin d'appliquer ce changement sur le sol. Donc on clique sur OK. Et justement, en fait, comme on n'a pas besoin de cette modification sur le sol, on va de nouveau créer un masque de fusion et supprimer les endroits en fait où on ne veut pas que le masque s'applique. Donc de nouveau, on va créer un masque de fusion. Il va apparaître en blanc. On le remplit en noir et on va utiliser le pinceau pour peindre en blanc les parties que l'on souhaite appliquer. Donc là on peut faire carrément à 100% d'opacité. Et puis ben voilà, c'est surtout le ciel en fait. On va appliquer ce réglage au ciel pratiquement uniquement. Voilà comme cela. Et puis on peut éventuellement changer un petit peu l'opacité, enfin l'opacité du calque, de façon à gagner quand même encore un petit peu de détails, parce que c'est vrai que là le filtre il est un peu fort. Alors ensuite il y a un dernier petit détail que j'aimerais régler. J'aimerais ajouter un petit peu de correction sélective de façon à ajouter un petit peu d'orange dans les jaunes. Donc vous voyez, j'ajoute un petit peu de magenta dans les jaunes. Alors pas trop, hein, je veux juste en fait que cette lumière soit un peu plus orange, de façon à donner un petit peu un aspect dreamy en fait encore mieux. Donc en fait c'est surtout pour la lumière du soleil, hein. Donc vous voyez avant après. C'est un peu trop, donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais peindre le masque de fusion en noir de nouveau et je vais appliquer en blanc uniquement les endroits où je souhaite avoir cette petite modification, cette petite correction sélective. Donc j'en veux pas partout et c'est pour ça que je vais donc appliquer ça uniquement sur certains endroits. Donc voilà, je prends mon petit pinceau, voilà. Et puis ce que j'aimerais faire aussi, c'est créer un nouveau masque de correction sélective et modifier un petit peu encore les jaunes de façon en fait à apporter une lumière un peu plus magenta, un peu plus orange encore, mais cette fois sur l'herbe, sur le sol. Juste en fait le reflet des brins d'herbe, le reflet du soleil, j'aimerais qu'il soit un peu plus orange. Donc voilà, je peins mon masque en noir, je vais le peindre maintenant en blanc, uniquement aux endroits que je souhaite modifier pour avoir cette petite lumière orange également sur le reflet en fait du sol. Voilà. Alors je veux pas trop, donc je vais diminuer l'opacité du calque. Hein, regardez avant après, c'est plutôt pas mal, je préfère ça comme ça. Voilà, donc ensuite, ce que je vous conseille de faire également, c'est compte tenu de la taille du fichier actuellement, c'est juste énorme. Donc moi je sélectionne tous les calques et je fusionne les calques, comme je viens de le faire. Et vous voyez que tout de suite la taille du fichier diminue drastiquement. Ensuite je fais la même chose aussi pour ce qui est assemblé. Hein, une fois que j'ai ma photo finale, je les sélectionne tous, bouton droit et fusionner les calques. Par la suite, je vais sélectionner ce calque, je vais le renommer en traitement. Donc voilà, avec un S. Et puis voilà, on voit que finalement la taille a largement diminué. Si vous regardez finalement avant-après, il y a quand même une sacrée différence dans la qualité. Voilà,
Donc le retraitement est terminé, il me restera plus qu'à signer la photo, l'enregistrer en PSD dans le dossier Photoshop et voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et continuez à me suivre. C'est vrai que c'est la première fois que je fais ce genre de tuto, donc les prochains seront forcément mieux. J'ai remarqué aussi que vous n'aviez pas vu ma souris, en fait qu'on la voit pas bouger, j'en suis vraiment désolé. La prochaine fois ce sera mieux et vous verrez ma souris, je passerai plus en détail sur certains points. Donc voilà, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné des petites idées, que ça vous a amélioré, ça vous a permis de progresser aussi. Et n'oubliez pas, on progresse ensemble. Donc la suite, ça va être des vidéos qui vont vous faire progresser encore et encore. Donc n'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à suivre à me suivre sur Facebook, sur ma chaîne YouTube, etc. N'hésitez pas.